Bienvenue à toutes et à tous à la cinquième édition de la semaine ramadanesque du coaching, une belle tradition signée Horizon RH, un événement incontournable organisé pour permettre un espace d'échange, d'apprentissage et surtout d'élévation intérieure. Comme vous le savez, nous sommes au mois de Ramadan et pendant cette semaine spéciale, nous avons souhaité aussi rester fidèles, bien évidemment, à l'esprit du mois de Ramadan, qui est un mois sacré de détox, de déconnexion, de reconnexion à soi-même et surtout d'introspection. Donc, la thématique de cette année est une thématique assez spéciale, donc surtout accompagner un chemin d'autonomie vers sa santé mentale. Donc, comme vous le savez, c'est un thème particulièrement important parce qu'il nous touche, nous tous. Donc, c'est un thème qui va nous permettre d'aller creuser à l'intérieur de nous-mêmes et surtout faire ressortir ce qui se cache pour aller vers la voie, notre voie d'autonomie intérieure. Donc, pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, donc, le cabinet Horizon RH est un cabinet spécialisé dans le développement des compétences, l'accompagnement des individus et des organisations depuis 2007 à Tanger. La mission principale, c'est d'accompagner l'humain, qu'il soit un professionnel ou un particulier, dans le chemin de transformation et bien évidemment d'aider les entreprises à faire révéler les talents et surtout à optimiser le capital humain. Alors, au cours de cette semaine, plusieurs intervenants vont bien évidemment interagir et partager leurs expériences, leurs apprentissages et vont bien évidemment venir nous apporter un plus par rapport à notre bagage et surtout par rapport à notre connexion à nous-mêmes. Le thème si vous pouvez juste désactiver vos micros, s'il vous plaît. Donc, le thème d'aujourd'hui est un thème assez spécial. Donc, c'est le thème du démarrage et c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Monsieur Fdel, pour démarrer cette semaine avec beauté. Donc, le thème, c'est vouloir pour avoir la traversée thérapeutique vers l'autonomie intérieure. Donc, je vous remercie encore une fois, Fdel, et comme vous le savez déjà, donc, très ravi toujours d'échanger avec vous. Vous êtes coach, merci. Vous êtes coach professionnel, thérapeute énergéticien, praticien en constellation systémique. Vous avez bien évidemment un parcours très riche entre plusieurs casquettes. Donc, je vous laisse le soin de parler de vous davantage. Juste un petit cadrage par rapport à la participation, bien par rapport aux participants. Donc, je demande, s'il vous plaît, de fermer vos micros, de les aider, de les désactiver en attendant, bien sûr, de lancer le débat vers la fin, Inch'Allah. Et puis, vous pouvez poser vos questions sur le chat box ou bien vraiment les laisser vers la fin, Inch'Allah, de notre webinaire. Donc, Monsieur Fdel, à vous la parole. Merci. Bonjour Sarah, merci pour l'invitation. Euh, Toujours ravi de contribuer avec vous à cette semaine ramadanesque, ça fait plaisir, c'est la deuxième fois, donc ravi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mohamed Fadel, je suis ingénieur de formation à la base et puis j'ai eu un parcours entre administration publique et privée. Et donc, j'ai été consultant, j'ai fait plusieurs entreprises publiques et des organismes privés. Et je suis thérapeute à partir de 2013, en fait, psycho-énergéticien. J'ai eu une formation de coach et de coach professionnel avec l'école Hassania et Maroc Devenir. Donc, j'ai fait les deux niveaux, coach et coach professionnel. Et puis après, j'ai basculé vers tout ce qui est énergie à partir de 2012. Donc, j'ai entamé mon parcours avec les constellations familiales au début. Et puis, j'ai parcouru plusieurs disciplines, dans la psycho-énergétique, qui est celle qui m'a le plus un peu parlé du point de vue approche individuelle. Et donc, j'ai approfondi cette technique-là et j'ai développé ma propre démarche d'accompagnement. Et puis, j'ai replongé encore une fois dans les constellations à travers l'approche systémique à partir de 2022. Et là, je suis entre les deux mondes, constellation systémique, mais en groupe de préférence, et puis la thérapie psycho-énergétique qui intègre les techniques de constellation familiale, parce que toutes les thématiques énergétiques, ils traitent les mêmes sujets, juste que les approches sont différentes.
Donc, moi, j'ai essayé de mixer plusieurs techniques et j'ai fait ma propre démarche d'accompagnement que je pratique depuis 2015 à peu près. Euh, voilà. Et qui évolue avec le temps et avec la clientèle et avec tous ceux qui viennent. Alors, par rapport à la thématique vouloir pour avoir, une traversée thérapeutique vers la santé mentale et vers l'autonomie intérieure. Donc, Monsieur Al-Fadil, quand on parle du vouloir, donc le vouloir, c'est une intention qui est derrière. Et donc, si vous voulez bien nous parler du vouloir comme concept clé pour aller vers l'autonomie intérieure. Alors, le vouloir dans la dimension thérapeutique, euh, moi, je le vois pas seulement comme l'acte d'aller vers le thérapeute, c'est vraiment vouloir changer. Euh, Quand on parle de changement, le changement ne vient jamais de l'extérieur. Il est toujours intérieur. Le thérapeute, l'accompagnateur, le coach, etc., n'est là que pour montrer le chemin et puis donner des pistes d'orientation pour que la personne se prenne en charge. Et dans l'occasion, dans la pratique de tous les jours, tu as quelqu'un qui a fait tous les types de thérapies possibles et il revient vers toi en te disant, là, j'ai fait X, Y, j'ai fait telle technique, j'ai fait telle technique, mais j'ai encore les mêmes problèmes. C'est parce que il n'a pas pris la décision de changer. Donc, il attend que l'accompagnateur, le thérapeute ou le psy le sauve de ce qu'il est, alors que la clé est en lui. Et donc, finalement, c'est moi qui détiens la clé et c'est moi qui a le pouvoir de décider. En fait, la thérapie avec le vouloir, c'est l'équivalent d'aller voir le médecin, de prendre l'ordonnance, mais de ne pas acheter les médicaments. Et donc, et on va pas acheter le médicament et on va dire le médecin ne m'a rien fait. Mais le médecin ne peut pas prendre les médicaments à ta place. Et donc, même si tu ne crois pas aux médicaments comme outil thérapeutique, il ne va pas faire d'effet sur toi. Et donc, dans l'aspect thérapeutique, c'est ça la clé. Je viens chez quelqu'un, bon, il y a un principe de confiance d'abord, et puis il y a un principe de volonté de se transformer et de guérir. Et la première clé de la transformation, c'est de ne pas parler des autres. Là, il y a beaucoup de gens qui viennent, ils te disent mon mari, ma femme, mon patron, etc. Ils commencent à parler des autres comme la base de son mal. Et à chaque fois, notre rôle à nous en tant que thérapeute, c'est de réorienter vers la responsabilité. Il n'y a que deux façons de guérir d'un traumatisme, quelle que soit sa nature, c'est l'autonomie et la responsabilité. Et c'est ce qu'on doit apprendre à tous nos enfants. Autonomie et responsabilité. Je choisis, je décide et j'assume. C'est ça la responsabilité. C'est moi qui choisis, c'est moi qui décide et c'est moi qui est responsable des conséquences. Et donc, j'assume ce que j'ai choisi. Donc, ça, c'est la responsabilité. Et l'autonomie, c'est que j'ai toujours le moyen de décider où je vais et qu'est-ce que je fais. L'humain, par essence, est un être qui est créé pour choisir. Nous sommes l'être que Dieu a choisi pour l'adorer par choix. Même l'adoration est un choix. C'est un choix. On n'a pas l'obligation de l'adorer. Et d'ailleurs, qu'il y ait des athées, qu'il y ait des non-croyants, qu'il y ait des mécréants, il y a toutes les catégories possibles parce que Dieu a voulu que l'on l'adore avec choix et qu'on assume après ce qu'on a fait dans notre parcours de vie vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres, vis-à-vis des humains. Et donc, c'est cette dimension du libre arbitre qui fait que la clé de la transformation, elle est toujours intérieure et jamais à l'extérieur. Donc, quel que soit le processus, quel que soit le thérapeute, n'attendez jamais que la solution vienne de l'extérieur, elle est toujours à l'intérieur. Vous pouvez questionner, poser des questions sur le comment, même si des fois, même le comment n'est pas adapté. Et dès qu'on décide quelque chose, elle se met en place et le bon Dieu nous dit, je suis pour mon serviteur ce qu'il pense de moi. Ça veut dire que tout émane de nous et de notre volonté intérieure. Mais quand on parle de vouloir, on ne parle pas de vouloir déclaratif. C'est le vouloir qui émane des tripes, des convictions profondes. Oui, je veux vraiment guérir. Oui, je veux vraiment changer. Oui, je veux vraiment transformer ma vie.
Et quand on dit cette phrase, elle doit sortir du ventre et pas de la gorge. C'est lorsque l'on parle de l'intérieur de soi-même que la conviction se manifeste et elle permet la transformation dans le chemin de l'accompagnement. Euh, est-ce que vraiment le changement, il ne dépend que de l'intention de la personne? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent empêcher le vouloir? Non, le vouloir, non. Le vouloir, c'est personnel. Euh, Après, c'est quel chemin je prends, comment je le fais et avec quels moyens je vais comprendre. Parce que bon, on a deux natures d'accompagnement. Il y a les accompagnements où je suis un client et je vais voir un thérapeute, mais je ne connais que ma vision et ma perception de ma problématique. Et là, le rôle du thérapeute est de clarifier un peu mon schéma de lecture et pour me donner des pistes de compréhension de ma problématique. L'avantage de l'énergétique comme processus d'accompagnement, et c'est pour ça que j'ai opté pour ce processus-là, c'est que c'est le thérapeute qui donne la clé de lecture et qui change un peu la perception de la personne par rapport à son vécu. Exemple multiple, quand quelqu'un vient me dire, moi j'ai mes parents qui ne m'ont pas donné l'amour et donc je suis en souffrance. Et quand tu as cette personne en face, bah, tu lui dis, bah, ton père ne t'a pas donné l'amour parce qu'il ne l'a pas reçu, parce qu'il était orphelin, parce qu'il était ta mère, voilà ce qu'elle a vécu. Et donc on arrive à comprendre que ma vie n'est qu'une conséquence d'un vécu antérieur. Et donc tous nos schémas de vie, tous nos conditionnements émanent de vécus antérieurs, qu'ils soient au niveau des parents ou même des ancêtres. Et c'est pour ça que dans l'énergétique, on parle de transgénérationnel, parce que notre vie ne dépend pas seulement de ce que nous avons vécu nous-mêmes, elle dépend du vécu de nos parents, de nos ancêtres, de notre famille, de nos tribus. Et donc, nous portons en nous, en fait, quand je parle du transgénérationnel, c'est comme si on portait des programmes préinstallés dans notre vie, comme les programmes qu'on trouve dans un ordinateur neuf. Dès que vous achetez un ordinateur neuf, vous avez des fichiers programmes. Et chaque fois que vous avez envie d'explorer ce qu'il y a dedans, on vous dit vous n'avez pas le droit d'administrateur, c'est des fichiers programmes, n'y touchez pas et vous n'avez ni le droit de les désinstaller, ni de les modifier. Et donc notre vie aussi, elle vient comme ça, avec un code génétique, un code épigénétique. Et donc nous sommes conditionnés par les traumas des générations antérieures et donc on vit dedans. Et il conditionne notre vie. Et donc, à partir du moment où on comprend la source du problème, on peut couper. En fait, le passé, c'est comme des casseroles qu'on traîne. Et donc, on peut choisir de ne pas vivre les traumatismes antérieurs et on essaie de couper avec parce qu'en fait, dans notre vie de tous les jours, on se prend pour des sauveurs et on prend les drames de papa et de maman et on essaie de les sauver de leurs drames, sauf qu'on fait du copier-coller. Et donc, on vit le même drame que nos parents et on développe une loyauté envers la douleur. Dans la plupart des constellations que j'ai faites, j'ai un groupe et je vois quelqu'un et moi je vois en lui le don ou la capacité de transformer le monde et lui il voit en lui que le drame. Mais c'est toujours le drame, enfin, toujours la lumière qui permet de libérer du drame. Et donc, dans toute la démarche d'accompagnement thérapeutique, on met d'abord en place l'éclosion de la lumière. On fait voir à la personne ses capacités de s'auto-guérir, de sa puissance qu'il a pris de chez ses parents. Et on lui montre quelles sont les choses positives qu'il a pris de son père et de sa mère, et que finalement, s'il voit ce côté positif chez son père et ce côté positif chez sa maman, il va hériter de leur lumière qui va lui permettre de changer sa vie. Et donc, en fait, quand on parle des drames, on parle toujours de zones d'ombre. Et c'est des zones d'ombre parce qu'elles n'ont pas été éclairées par notre lumière. Et dès qu'on met de la lumière dessus, bah, on les voit déjà, c'est beaucoup plus clair. Et après, on peut les dépasser et transformer sa vie en conséquence. Euh, En parlant du vécu antérieur et du transgénérationnel, est-ce que ça pourrait, est-ce qu'il pourrait y avoir des
des répercussions, bien voilà, des contraintes liées à cela par rapport à la voie de changement. Ça veut dire des fois on trouve des personnes qui se disent que je veux me changer mais j'arrive pas à changer, ou bien c'est juste par rapport au fait de le dire dans le mental, ou bien c'est par rapport aux tripes. Non, Et- il y a les deux. En fait, le traitement du transgénérationnel nécessite une connaissance du transgénérationnel. Et donc, dans une thérapie énergétique, on va chercher la cause dans l'histoire de la famille. Donc, c'est le thérapeute qui va chercher le nœud. En fait, une thérapie énergétique, c'est quoi? C'est que je reçois quelqu'un qui parle d'une contrainte ou d'un schéma répétitif ou quelque chose comme ça. Quand il parle de schéma répétitif, déjà, il a diagnostiqué que c'est un problème transgénérationnel parce que j'ai fait faillite, mon père a fait faillite, mon grand-père a fait faillite, et là, on va chercher d'où vient le problème de la faillite chez telle ou telle famille. Ça, on a déjà orienté vers le transgénérationnel. Mais des fois, nous avons, par exemple, quelqu'un qui vient pour une maladie physiologique. Par exemple, j'ai une inflammation intestinale. Donc, lui, il va chercher à comprendre le mécanisme. Il a vu, il a pris des anti-inflammatoires, il n'est pas guéri, c'est une maladie chronique. Comment on s'en débarrasser? Et donc, on va chercher, quand la personne expose la problématique, on a toujours en énergie un ressenti émotionnel qui remonte avec la déclaration du problème. Et donc, on prend ce problème-là, cette émotion-là, et on voyage avec elle dans le temps. Donc, si c'est rattaché au transgénérationnel, on va ressentir que c'est rattaché au transgénérationnel, on va chercher la source. Si c'est rattaché à la personne elle-même, bon, en général, les peurs des intestins, ce n'est pas la personne elle-même, c'est toujours transgénération. Un, un papa qui a grandi orphelin, ou une maman qui a grandi orpheline, ou un grand-père ou autre. Et donc, on va faire le lien entre la maladie intestinale et le fait d'avoir perdu le papa qui est le symbole de sécurité, et on fait le lien entre la peur et sa manifestation physiologique, et donc on fait le lien entre les deux, et ça permet des fois de débloquer la personne et de la sortir de cette douleur qu'elle vit. Dans le féminin, des maladies comme l'endométriose, comme les kystes ovariens ou même les douleurs des règles, c'est le même principe. C'est un rejet de féminité. Mais le rejet de féminité n'est pas nécessairement que dans ma vie à moi en tant que fille. Peut-être qu'il voulait un garçon, ça c'est un choc. Mais des fois, on a un rejet de féminité qui vient de loin. Parce qu'il y a une arrière-grand-mère qui a été violée ou qu'on a dépossédé de ses biens. Et donc, en tant qu'entité féminine, elle a subi une violence. Et donc, toute la succession va vivre cette violence comme si elle lui appartenait. Et donc, on rejette le fait d'être femme parce que dans ce cas-là, ça va être hérité de cette posture et de ce drame-là. Et donc, on vit le drame en rejetant notre féminité et en s'exposant à ce rejet de féminité. On a des réactions par rapport à tout ce qui peut nous emmener vers cette féminité. Et les règles, c'est l'un des premiers symboles de la féminité dans le corps de la femme. Et donc, le rejet vient de là. Et donc, les douleurs enfin, les règles vont être douloureuses. Et puis après, j'ai pas envie d'être enceinte et je vais créer de l'endométriose ou des kystes ovariens. Et ça rend difficile le fait d'avoir des enfants. En fait, je me prive de ma féminité parce que j'ai peur, historiquement, d'être une femme. Et donc là, c'est une conséquence qui est historique et pas personnelle. D'accord. Alors, toujours par rapport au vouloir, le vouloir changer, par analogie au coaching par exemple, et à la PNL, à d'autres disciplines. Donc, on parle d'un chemin de beaucoup plus de prise de conscience, un chemin de responsabilisation de la personne. Et donc, dans l'énergétique, comment ça se passe en général? C'est à travers quelles approches on peut aller vers cette traversée thérapeutique? En fait, dans l'accompagnement énergétique, le rôle du thérapeute est de vérifier que la personne veut changer. Moi, par exemple, dans ma façon d'accompagner, j'ai un processus qui est fixé entre 6 et 7 séances maximum, que je n'ai jamais dépassé pour un client. Et à la quatrième séance, je lui parle déjà à la première de son autonomie et de sa responsabilité vis-à-vis du changement. Et à la quatrième,
vois, quand quelqu'un vient de se plaindre du monde extérieur et qu'à la quatrième séance, après tout ce qu'on a fait, il vient dire, ah, mais c'est l'autre le problème, c'est qu'il ne veut pas changer. Je lui dis, moi, je ne veux pas vous servir d'alibi et je ne peux pas vous changer. Si vous croyez que le malheur vient de l'extérieur, ben, vous pouvez aller chercher tout le temps. Il n'y aura pas de processus pour guérir de l'extérieur. Tu vois, il y a dans la pratique, par exemple, quand on parle de pervers narcissique, euh, c'était courant il y a quelques années, c'était un terme à la mode. Donc, tous ceux qui venaient, ils disent, je vis avec un pervers narcissique, ou mon patron est pervers, ou. Et ma question a toujours été, mais est-ce qu'il est pervers avec tout le monde? Et par exemple, pour les femmes, elle dit non, ma mère l'adore, mes copines aussi, il n'y a qu'avec moi qu'il est pervers. Donc, je pose la question, qu'est-ce qu'il fait chez vous qu'il peut vous pervertir? Et donc, au lieu de le traiter, lui, je te traite toi par rapport à ta fragilité émotionnelle qui fait que tu te fais pervertir. Ah. Pourquoi on met la responsabilité? Parce que des fois, on conseille à quelqu'un qui vient avec un pervers de se sauver. Mais dès qu'il va tomber sur quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre va être pervers aussi. Quand on fuit un schéma, on le reprend. Ce à quoi on résiste persiste. Et donc, vouloir se sauver et quitter la scène du jeu pour ne pas assumer ma partie du problème, fait que je fais persister le problème. Et donc, quand on vit avec un pervers une première fois, et si on n'a pas travaillé sur soi-même pour ne plus être pervertible, bah, on va vivre le schéma autant de fois. Pire encore, même quand on a ce regard envers les parents, quand je dénigre mon père, je vais l'épouser, si je suis une femme. Quand je dénigre ma mère, je vais reproduire son schéma ou prendre quelqu'un qui lui ressemble. Et donc, finalement, dans tout ce que nous rejetons dans nos vies, le jugement vis-à-vis de l'autre me conditionne dans mon comportement. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, je ne ferai jamais comme mon père ou jamais comme ma mère, je ne frapperai jamais mes enfants, je ne ferai jamais ça. Et ils se retrouvent à 40, 45 ans à reproduire les schémas paternels et maternels. Je dis, mais je ne comprends pas, j'ai toujours rejeté cette méthode. C'est parce que tu l'as rejetée et que tu n'as pas compris les raisons qui ont fait que ton père ou ta mère est fait comme ça. Donc, ce que nous apportons dans une démarche de thérapeutique, c'est ramener cette compréhension sur les causes qui ont produit le comportement. Et ça nous permet de changer la chose et c'est accepter qui fait transformer. C'est pour ça que le bon Dieu, l'Iman, l'Iman dans la foi, l'acceptation est le sixième pilier de la foi. Donc, quand j'accepte, l'acceptation, c'est un élément de foi et donc je broie les émotions. Et elles se dissipent, elles s'amincissent et elles finissent par être assumées et dépassées. Quand on parle de la conscience, pour revenir à ta question, la conscience n'est pas suffisante pour régler le problème. La conscience n'est que la partie du diagnostic qui me permet de voir où est le problème. Et ce n'est pas suffisant. La transformation, il m'est arrivé il y a quelques. Enfin, j'ai souvent ça et je lui parle à quelqu'un d'une problématique dans sa vie et il me dit oui, mais ça, j'ai déjà traité. Et je lui dis, mais si tu l'as traité, je ne l'aurais pas retrouvé. Si je le retrouve dans ton histoire, dans ton code génétique ou dans ta mémoire cellulaire, ça veut dire que le fichier n'a pas été effacé. Il a juste été repéré dans ta vie. Et repérer un problème dans ma vie ne le résout pas. Il faut revenir à l'incident qui lui a donné naissance, le revivre et l'accepter. Par exemple, dans une démarche d'accompagnement, en thérapie énergétique, on refait vivre à la personne les incidents qui ont marqué sa vie personnelle. Et donc, je peux aller vers lui à 6 ans, à 7 ans, à 10 ans, et on revient à traiter la problématique au moment où elle a été posée. Je donne un exemple. Il y a quelques temps, j'ai reçu un manager et il était chef d'entreprise et il a eu une dispute avec son président. Et il m'appelle, c'est Mohamed, j'ai besoin de te voir. Et il me parle de l'incident avec le patron. Et moi, je l'écoute et après, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé le 10 juillet 1983? Monsieur, il avait 10 ans dans le temps. Et là,
dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? Moi, je te parle de mon problème avec le patron et toi, tu me parles de 10 ans, mais quel est le lien entre cette date et je dis, ben, le 10 juillet, il y a un événement qui ressemble à celui que tu viens de vivre. Et c'est lui qui a enclenché cette façon de voir les choses chez toi. Et donc, on commence à creuser, je commence à lui poser des questions. Et là, on vient au résultat de la cinquième année du primaire. Et je lui dis, comment étaient tes résultats à la cinquième année du primaire? Et là, il me dit, mon père m'a dit que je n'étais pas digne du nom de la famille. Donc, l'incident, c'est une remise en cause de ses compétences et de tout ce qu'il est. Donc, chaque fois qu'il est en face d'une remise en question vis-à-vis des compétences, ben, il reprend la blessure de l'enfant, pas la blessure de l'adulte. Et donc, si je parle de conscience, je vais discuter avec lui de, de la discussion, du débat, comment ça s'est fait, pourquoi tu t'es mis en colère, qu'est-ce qui a fait que, mais je ne vais pas résoudre son problème parce qu'il va reprendre le même schéma quand il sera remis en question. Mais en C'est comme traitant si, le problème de base, il n'aura plus de jugement vis-à-vis de lui-même, même quand il sera en face de quelqu'un d'autre. Et là, on a guéri le problème, pas, on n'en est pas conscient, on en est conscient. La différence entre la conscience, c'est juste une compréhension de la chose qui ne permet pas nécessairement la transformation. D'où l'importance d'un accompagnement profond en allant vers les émotions qui ont causé la chose, pas seulement un traitement c'est ce que j'allais dire. Donc, analytique. on revient à la racine du problème pour le traiter, pour le guérir. Exactement, Ok. exactement. Euh, Sefdel, si vous vous rappelez bien, en échangeant sur la thématique, donc je vous ai dit, Monsieur Sefdel, ça serait souffrir pour s'ouvrir. Et tu m'as dit, pourquoi souffrir, Youssra? Donc, et moi, je voulais bien quand même parler du souffrir, parce que pour moi et pour certaines personnes qui veulent évidemment entamer le chemin de la thérapie, ils ont une certaine réticence. C'est la résistance d'aller ouvrir des dossiers et de faire émerger ce qui fait peur et ce qu'on nous sommes incapables de gérer. Alors que, comme vous le dites souvent, donc, il ne se présente qu'à toi que ce que tu es capable de gérer. Et donc là, je te donne la parole quand même pour Exact. détailler sur ça. Oui, en fait, parce que justement, se découvrir fait peur. Et, et ce que ne savent pas les gens, c'est que quand je, je évite de souffrir euh, de façon déclarée, c'est que je souffre à l'intérieur et que tous les traumas que j'ai représentent déjà une souffrance intérieure. Et donc le fait de l'ignorer ou de ne pas la reconnaître ne la guérit pas. Et donc le fait, je me rappelle, il y a quelqu'un qui avait un drame dans sa vie que j'ai croisé à mes débuts. Et je voyais toute sa souffrance. J'avais commencé les thérapies énergétiques et je lui dis, il faut que tu consolides. Et j'allais l'orienter vers le monsieur qui m'a formé la relation. Je lui dis, il faut que tu ailles le voir parce que ce que tu as comme lourdeur du passé est trop. Et il me dit la phrase, et donc si tu creuses, tu vas sortir un serpent. Et je lui dis, mais le serpent, il est déjà là. C'est pas parce que tu vas creuser qu'il va mourir. Il faut aller le sortir, le déterrer. Et donc, sinon, il va sortir à un moment donné où tu dors et il va venir te mordre et t'empoisonner et tu n'es même pas au courant que tu as été empoisonné. Donc, la souffrance, elle est cachée, elle est enfouie déjà. Et donc, quand on va aller la déterrer, on la revit, mais de façon consciente et adulte. C'est-à-dire, quand je reviens à l'enfance, l'enfant que j'étais n'avait pas d'arme pour gérer son émotion à l'instant. En fait, toute la base de la souffrance, où elle vient, c'est qu'on a deux types de comportements vis-à-vis d'une souffrance. Si on l'accepte, elle se digère, elle se dissipe, et elle ne fait plus partie de mon registre traumatique. Je prends juste un exemple. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu son père à la naissance. Il a perdu sa mère à 7 ans. Il a perdu son grand-père à, à 12 ans. Donc, avec un vécu comme celui-là, l'insécurité aurait été un élément de base de sa vie, parce que l'absence du papa va faire une insécurité dans le système. Mais qu'est-ce qui a remplacé l'insécurité? C'est la foi. Et donc, la foi lui a permis de dépasser la peur, de digérer cette peur liée à l'absence et à l'insécurité du papa, et puis de la maman et de l'affect, et il est devenu le personnage qu'on connaît.
Donc, ce qui a fait de lui ce qu'il est, c'est sa foi qui a permis de dissiper les traumatismes qui étaient liés à sa vie personnelle. Donc, quand quelqu'un vit ces traumatismes et que dans mon vécu à moi, je constate que je n'ai pas la capacité d'affronter ce drame, mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve que cette information est trop dangereuse pour ma vie. Ah, c'est trop risqué pour l'enfant et je vais cacher cette information. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le refoulement. J'ai vu le drame, mais je vais faire semblant de ne l'avoir pas vécu et je vais le stocker dans ma mémoire cellulaire et je vais grandir normalement en laissant cette souffrance. Les exemples de l'abus ou de l'inceste sont un exemple frappant de cette chose. Tu accompagnes une personne qui a 40 ans, 40, 50 ans, et tu lui parles d'un incident à 6-7 ans, il ne se rappelle pas du tout. Parce qu'il n'a pas envie de casser l'image qu'il a de son système familial ou de son père ou de son oncle ou de sa tante, etc. Et, et, Je crois que ça coupe. Ça s'est coupé. quand on accompagne, c'est pour mettre de la lumière sur la blessure et non pas aller remuer dans la blessure. C'est là où les gens ne comprennent pas que s'autoriser à voir sa vie, c'est aller vraiment euh, vers la blessure et la regarder avec amour. Mm. Monsieur Fdel, c'est Mohamed, je crois que ça coupe. Ou une façon d'aimer. Et donc, j'ai appris à travers cette expérience comment je me transforme. Mais ce n'est pas prendre le scalpel et ouvrir la plaie et dire où il est le drame, où il est le drame. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste comprendre le phénomène, qu'est-ce qui est arrivé, et puis l'apaiser avec l'adulte que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de responsabilité. Un Mm. enfant n'a pas le discernement pour décider ou choisir. Donc, il est victime de son système, du comportement de sa mère, du comportement de son père, de son environnement, de ses enseignants. Donc, il est formaté et modelé selon la vision des autres. Et donc, ça produit de la souffrance. Une fille que la maman appelle à se couvrir tout le temps. Et donc, dès qu'elle met une jupe, non, non, ne mets pas la jupe, c'est interdit, va mettre quelque chose, couvre-toi. Bon, la fille, elle va rejeter ce modèle-là parce qu'elle a des copines qui portent des jupes ou là, des pantalons, là, peu importe. Il n'y a pas de jugement sur la chose. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa maman a ce comportement parce qu'elle, elle a été victime de quelque chose dans son enfance. Et donc, le fait de comprendre que la blessure de la maman a entraîné un rejet de ce fais attention aux garçons, fais attention aux garçons, et donc on finit par faire peur au point que la personne s'enferme. Et après, elle n'a pas d'expérience de vie et elle va se retrouver dans des drames de rencontres qui lui font du mal après. Et elle est sujette à manipulation. Et donc, finalement, la maman a juste projeté sur sa fille son drame au lieu de le reconnaître et de le guérir chez elle. Et donc, la fille va vivre la contradiction et le conflit avec sa mère. Et quand elle vient et qu'elle a grandi, ben, on revient dans le passé pour guérir la blessure de la petite fille, tout en comprenant pourquoi maman s'est comportée comme ça ou pourquoi papa s'est comporté comme ça. Je donne juste un exemple qui est très, très dur à comprendre et à avaler. Une, une dame de 40 ans qui dit j'étais chouchoutée par mon père jusqu'à l'âge de 11 ans ou 12 ans. Et à partir de 12 ans, il a commencé à me frapper sans raison. Elle ne comprenait pas pourquoi son père l'a frappé sans raison. Et quand on est allé explorer la raison pour laquelle le père l'a frappé, en fait, le père avait la maladie de l'inceste dans son système familial. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait peur de toucher sa fille. Et donc, il l'empêchait de l'approcher jusqu'à lui faire mal pour qu'elle
prenne de la distance vis-à-vis de lui pour qu'il n'ait pas de pulsion vis-à-vis d'elle et donc qu'il n'y ait pas d'inceste dans sa vie. Donc, le schéma, c'est soit un drame d'inceste, soit un drame de violence. Comme lui, il n'a pas intégré la chose, il n'a pas compris, c'était sa façon de faire éviter le contact à sa fille avec lui. Donc, dans le schéma, il la protège de lui-même, mais il n'a pas trouvé d'autre moyen de la protéger que de la violenter. Et parce que lui non plus n'avait pas compris et n'avait pas intégré. Et donc, si lui, il avait travaillé sur lui, il aurait fait comprendre à sa fille, il aurait réglé le problème. Et donc, en discutant, on règle le problème et on l'apaise. Le chemin thérapeutique ou bien le processus thérapeutique est un processus de libération qui passe par l'acceptation et l'amour. Comment l'amour Exactement. peut dissiper la peur? Bah, la peur n'est que l'absence de la foi. La peur, c'est l'absence de la foi. Parce que la foi, euh, العربية الإيمان كيترجم لغويا بجوج ديال الكلمات اليقين والاطمئنان la certitude d'être en sécurité. Donc, la peur, c'est de l'insécurité. C'est un sentiment d'insécurité. Donc, quand on a la foi, on se sent protégé par Dieu et donc on n'a pas peur. Et donc, ça nous laisse prendre des décisions et aller vers des choses sans la peur. Et donc, c'est l'absence de la foi qui formate la peur. Et donc, c'est la structure de l'humain, c'est comme un effet de vase communicant. Soit c'est la foi qui domine, soit c'est la peur qui domine. Quand c'est la foi qui domine, bah, nous acceptons ce qui est et donc nous le traversons, nous le digérons et nous le dissipons. Quand c'est la peur qui domine, quand on a peur, ce n'est plus mes tripes qui gèrent ma vie, c'est ma tête. Et le mental, il est rationnel et binaire. Donc, il n'accepte que ce qui est logique. Et donc, quand tu lui envoies une information d'ordre traumatique et émotionnel, il va essayer de la comprendre, il va tourner, mais il n'a pas de logiciel pour gérer les émotions au niveau du cerveau. Et donc, il va bugger. Et quand il bug, il transforme cette émotion en un signal chimique, hormonal, électrique. Il va bousiller un organe. Et c'est pour ça que les manifestations émotionnelles ont un impact physiologique. Et donc, quand tu dis j'ai peur, j'ai mal au ventre. Quand un bébé dit à maman j'ai mal au ventre, c'est pas qu'il a de la douleur, c'est qu'il a besoin d'être sécurisé. Et nous l'avons tous vécu avec nos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Quand on a un enfant et qu'il te dit j'ai mal au ventre, dès que tu t'assois à côté de lui, la douleur disparaît. En fait, il avait juste besoin de présence. Donc, les intestins, c'est les peurs, les peurs archaïques. La colère, c'est le foie. La tristesse, c'est les poumons. Le cœur, c'est le manque de confiance. L'abondance, c'est le côlon. Et donc, finalement, c'est des émotions qui n'ont pas été digérées ici parce qu'il n'a pas. Donc, la peur nous empêche de digérer les émotions et de les accepter. Et c'est ça qui les fait persister et durer et stocker. Et donc, je vais stocker mes colères et ça fait un trop-plein et je vais exploser à un moment donné sans liaison avec le sujet. Vous l'avez tous remarqué certainement. Quand on a une colère, elle est surdimensionnée par rapport à, à, à l'événement. À 90% des cas, je commence à crier, je commence à dire n'importe quoi, alors que l'incident ne le mérite pas. Des fois même, quand on fait tomber une tasse ou un verre, et tu as ta maman qui commence à crier, à insulter parce qu'elle était en colère avec papa. Mais toute la colère, elle va la déverser sur toi parce qu'elle a trouvé une raison pour crier, alors qu'elle n'avait pas de pouvoir de crier avant. Et la même chose avec un collaborateur, avec la DAI. C'est juste les émotions, soit qu'on les accepte et on les digère et elles disparaissent de notre mémoire cellulaire, soit qu'on les refoule et quand elles sont refoulées, ben, elles se stockent, elles ne s'oublient jamais. Et c'est pour ça que nous les retrouvons en thérapie énergétique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait le parcours de vie de la personne et on va chercher qu'est-ce qu'il a conditionné dans sa vie. Et quand on cherche les causes des sensations et des maladies qu'il a, bah, on arrive à guérir même de maladies chroniques. Donc, c'est vrai quand on dit que le corps ne parle jamais au hasard. Et donc, c'est ce que vous venez de dire de suite. Et donc là, comment la psycho-énergétique donne Exactement. des Le réponses et corps est des un explications. réceptacle. Et comment on peut avoir vraiment des explications euh,
pointu et détaillé par rapport à la maladie, par rapport à ce qui se présente sur le corps humain. Comment la psycho-énergétique nous donne En fait, ces c'est informations. c'est connu dans les thérapies énergétiques, dans la médecine chinoise. Toutes les émotions sont liées à des organes. Mm. Donc, dès qu'on parle de l'organe, on parle de l'émotion qui lui est associée. Donc, quand la personne va parler de l'organe, on va l'écouter, on va identifier quelle émotion est en jeu. Et Mm. puis, on va chercher l'arborescence de causalité jusqu'à trouver d'où vient l'incident qui a déclenché le drame chez la personne. Et c'est ça qui fait que l'on peut diagnostiquer sans souci. Donc, pour les maladies, par exemple les maladies auto-immunes, tout genre, c'est une dissonance interne. Et par exemple, moi, je la ressens dans mon corps. J'ai des frissons dans le dos chaque fois que j'ai quelqu'un qui a une maladie auto-immune. Et sans savoir qu'est-ce qu'il a, je lui pose la question, vous avez une maladie auto-immune? Parce que ça parle de lui. Tu vois. Et donc, c'est un ressenti. Quand quelqu'un qui rentre et dès que tu sens que ton ventre se noue, tu lui dis, tu as un registre de peur qui est très important. Et donc, l'émotion qu'il a et qui domine sa vie, elle est presque envahissante. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on est enfant, quand on est enfant, on ne choisit pas les émotions qu'on accueille. Tous les enfants sont des éponges énergétiques. Mais à l'adolescence, on commence à développer de l'analyse. Et je commence à remarquer que quand je suis à l'école, tout va bien. Et quand je rentre à la maison, ben, j'étouffe ou j'ai mal au ventre. Et je vais identifier que mes symptômes sont beaucoup plus accentués quand je suis à côté de ma mère ou à côté de mon père. Et là, c'est là où l'adolescent commence à prendre de la distance vis-à-vis de ses parents. En fait, il ne les fuit pas, il fuit les émotions qu'il ressent avec eux. Et après, comme il est obligé de vivre dans ce système-là, ben, c'est là où on définit quel type d'adulte nous allons être. Est-ce que je reste sensible et donc ouvert aux émotions des autres, mais je peux souffrir si je ne sais pas gérer mes émotions? Ou est-ce que je suis moitié-moitié, comme le yo-yo, j'ouvre à mes émotions et puis je reprends le contrôle et j'ouvre et je reprends le contrôle. Et tu as des gens qui ont totalement fermé aux émotions et tu les vois comme des blocs de marbre et ils n'ont pas d'interaction émotionnelle et tu les vois figés comme ça. Donc, c'est juste des adolescents qui ont décidé de ne plus ressentir pour ne plus souffrir. Alors, quand on te dit ne plus ressentir, ça ne veut pas dire que l'émotion ne pénètre pas. C'est juste qu'ils l'ignorent et qu'ils la stockent. Et, et des fois, une fois, j'ai accompagné un couple avec un enfant qui est traité d'hyperactivité. Et, et donc, j'ai reçu la maman et puis le papa et j'ai dit à la maman, vous êtes un bloc de marbre. Comment un enfant peut vivre avec un enfant hypersensible? Ça veut dire qu'il a une dimension de sensibilité énorme. Et donc, il voit, je lui dis, moi, je ne suis même pas ton fils et je suis conscient. Quand je te vois, j'étouffe. Elle est envahissante par son énergie. Et ça n'a rien de péjoratif ni d'un jugement. C'est juste qu'elle n'a pas accepté de gérer. Elle a choisi de gérer sa vie avec son mental. Et donc, elle se retrouve à bloquer ses émotions. Mais son fils les ressentait et donc il fuyait ses émotions par l'hyperactivité. Et je me rappelle une fois, j'étais allé dans une école où j'avais fait un atelier pour les enseignants. Et j'étais là et une des maîtresses m'a dit, viens voir, je vais te montrer le cas le plus dur chez nous, le plus difficile des enfants. Et je rentre dans la classe et je le vois. Et je dis, mais il est magnifique l'enfant. C'est juste que vous avez vu sa maîtresse et la souffrance de sa maîtresse. Je dis, connectez-vous à la maîtresse et vous allez voir le niveau de souffrance qu'elle a. Et donc, un enfant comme celui-là ne peut pas tenir dans une classe comme ça. Et il va s'agiter, il va bouger parce qu'il voit la souffrance de sa maîtresse. Et donc, c'est pour ça qu'il ne tient pas debout. Et donc, il n'est pas difficile parce qu'il est mauvais, il est difficile parce qu'il a un ressenti très élevé. Et donc, il souffre de ça à la maison, en classe, et après, il commence à s'éparpiller et à lâcher pour pouvoir tenir parce que c'est trop envahissant pour lui. Tafdil, par rapport au fait qu'il y a des fois des personnes qui disent que moi j'avais tout marché bien à un certain moment, c'est comme si ils avaient l'illusion que tout allait bien jusqu'à un certain moment, que ça change ou bien ça se déclenche et ça tourne autour d'eux. Donc, pourquoi à votre avis?
Donc, c'est lié à... Ouais, mais c'est juste qu'à un moment donné, en fait, on ne peut pas faire ses émotions. Et donc, les émotions que j'ai toujours mis de côté, et j'ai cru que je n'avais pas de problème, en fait, je vivais dans une illusion. Et à un moment donné, bah, le stock des émotions devient tellement important que ça m'explose au nez. Et donc, quand ça explose, bah, je vais être surpris. En fait, nous avons un corps et une âme. Le corps se nourrit de l'ancrage et de la matière, et l'âme se nourrit de la lumière divine. Et donc, quand je me coupe des émotions, je me coupe de ma connexion, de ma spiritualité et de tout ce qui peut me nourrir. À un moment donné, bah, c'est comme un arbre qui n'a pas de soleil. Il finit par moisir. Donc, quand on se coupe des émotions et qu'on se coupe de la vraie vie émotionnelle, bah, on moisit. Et cette moisissure nous remet en question. Donc, j'ai des problèmes physiologiques ou des problèmes psychiques, je déprime, je suis en burn-out, je suis. Mais tout ça, c'est que juste une déclaration de choses qui ont été stockées et figées à l'avance. Et donc, ce n'est jamais ponctuel. Tu vois, il y a des gens qui viennent te dire, ah non, mais c'est parce que j'ai eu ça. Par exemple, une femme, c'est parce que je me suis séparé de mon mari que j'ai eu ça. Je dis non, c'est ton insécurité. Elle émane de ton histoire familiale parce que ton père était orphelin et donc tu n'es pas habitué à la sécurité. Tu as épousé quelqu'un qui a joué le rôle du papa pour toi et quand vous vous êtes pas entendu, il est parti et donc tu as repris ton insécurité de base. Donc ce n'est pas c'est pas l'événement déclencheur. L'événement déclencheur, il est historique. Ça, c'est juste l'événement, il remet toujours en place les émotions que je me suis cachées et qui réapparaissent dans ma vie à un moment donné. C'est ce qu'on appelle la transition de vie ou la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine en fonction de ce que nous avons vécu. Et donc, c'est qu'à un moment donné, on se pose la question, mais pourquoi je suis là et pourquoi je vis? 40, 50 ans, on a l'obligation de faire le bilan de sa vie. Et quand on fait le bilan, bah, on se repose les bonnes questions. Et qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai gardé? Et quand on se pose les questions, bah, les réponses, elles s'invitent dans nos vies sous forme d'émotions, sous forme d'événements qui nous ramènent vers la réalité de notre existence. Et donc, on revient pour recadrer les choses et pour se réaligner. En fait, parlons de la thérapie toujours énergétique. C'est une thérapie de guérison. Jusqu'à quel point il est important d'entamer le chemin de guérison et pour préserver sa santé mentale, qui est la thématique de la semaine. En fait, tout dépend du processus. Pas plus loin qu'hier, j'ai eu quelqu'un avec qui j'ai parlé pendant 1 heure et quart de l'impact de la thérapie et de tous les résultats qu'on a obtenus, autant pour les maladies que pour les aspects psychologiques. Et il m'a dit, j'ai peur. J'ai dit, mais je ne peux rien pour toi. Si tu as encore peur, ne reviens pas, c'est tout. C'est que je ne peux pas t'obliger à guérir. Donc la peur se manifeste dans sa vie, elle le bloque dans sa vie, il la reconnaît, mais il a peur de changer. Et donc, s'il tient à... Des fois, tu vois, il y a des gens qui ont des maladies. Ok. Et ces maladies représentent un alibi pour ne rien faire et être un peu pris en charge par les autres. Une fois, j'ai eu quelqu'un qui a été diagnostiqué de schizophrénie à 20 ans. Moi, je le vois à 50 ans. Et donc, comme il avait été diagnostiqué à 20 ans, il faisait ses classes prépa en France, il a eu, à travers son assurance, une déclaration d'invalidité suite à sa maladie. Et donc, il a commencé à toucher une pension depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous les 6 mois, il va voir son psy qui lui donne des médicaments et qui lui donne une attestation pour avoir sa pension. Moi, je viens le voir assez content et je lui dis, mais tu n'es pas schizophrène, tu as juste des dons de voyance, de clairvoyance et qui font que tu as la capacité de voir des dimensions invisibles. Et bon, il était d'accord avec moi. Mais de, de- il a pris l'information, il était d'accord, il m'a dit effectivement, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai fait des prémonitoires, mais il n'est pas revenu parce qu'à 50 ans, il n'a plus le pouvoir de refaire sa vie
et d'aller étudier, etc. Et donc, il avait besoin de sa position, de sa pension, et donc il devait être déclaré schizophrène toute la vie pour avoir sa pension. Donc, il a fait le choix de la facilité de garder la pension et il n'a pas envie de changer. Et je respecte, c'est son choix. Des fois, quand on me ramène un monsieur ou une dame de 70 ans ou de 80 ou de 65, quand je fais ma thérapie, je fais que du nettoyage énergétique. Parce que c'est pas à ce moment-là que je vais leur dire vous avez vécu enfant et je vais leur raconter leur vie d'enfant. Ils ne se projettent plus et donc ils n'ont pas besoin. Ils ont besoin d'être apaisés, d'être connectés à leur lumière et c'est tout. Mais si tu lui racontes sa vie, ses blessures, etc., pour lui, il n'y a pas d'enjeu. C'est pour ça que c'est important de le faire quand on a encore des moyens physiques pour pouvoir le traverser. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'enjeu et donc on reste enfermé dedans. Ouais. Est-ce que c'est question d'enjeu ou de prédisposition à aller voir ce qui Je se pense que cache? les enjeux rentrent beaucoup aussi. Les enjeux, c'est parce que c'est pour ça qu'on parle de vouloir. Hmm. L'enjeu, il est relié au vouloir. Hein. Quand je veux, c'est que j'accepte de tout traverser pour aller mieux. Et donc, je vais confronter mes peurs, je vais confronter mes situations. Par exemple, je suis malheureux dans un boulot et je dis, mais il démissionne et va voir autre chose. Mais lui, il ne veut pas démissionner parce qu'il a peur de ne pas trouver du boulot. Mais si tu te reconnais comme compétent, bah, tu vas démissionner, tu vas trouver du boulot le lendemain. Ou tu vas préparer ton départ, peu importe. Mais tu as un schéma alternatif pour te sauver la vie. Mais quand j'ai peur et que je n'ai pas envie, je dis, ah non, mais je ne peux pas changer, je risque de ne pas trouver. Là, c'est une déclaration d'incompétence, pas une déclaration de peur. Et donc, je n'ai pas de regard envers moi qu'il me faut. Et quand je vais me faire confiance et j'accepte ma vie, ben là, je peux changer et me transformer. Donc, vouloir, c'est vraiment jouer le jeu. Et l'enjeu devient moi, pas ma sécurité financière, pas mes enfants, pas mon couple, pas mon travail, pas. C'est moi comme identité divine. Qu'est-ce que je vis? Comment je remplis mon rôle et comment je peux améliorer ma façon d'être pour moi d'abord et pour les autres ensuite. Tu vois, quand une maman vient, ou même dans les constellations de groupe auxquels tu as pu assister, et, et d'autres personnes qui sont parmi nous, dans une constellation, quand tu vois la personne et que tu poses sa problématique, j'ai perdu l'idée. Euh, donc, on parlait de vouloir et de l'enjeu. Et, et quand on s'accroche à sa réalité, rien ne peut nous faire bouger. C'est pour ça que les constellations de groupe sont importantes, c'est qu'il y a un effet de pulsion du groupe qui peut faire bouger la personne. Mais il n'y a rien qui change dans le schéma personnel si je n'ai pas la volonté de vouloir changer. Donc, tant qu'il y a de l'enjeu, oui, je disais pour les constellations familiales, tu as une maman qui te dit je veux libérer mes enfants. Elle vient à la constellation pour libérer ses enfants. Je dis, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord que tu te libères. Il faut être égoïste dans la vie, mais égoïste dans le bon sens. C'est Et c'est vouloir ce qui est systémique bien en pour fin de moi. compte. En fait, dans la définition de l'égoïsme, on dit l'égoïste dans le sens négatif, ce n'est pas l'égoïste n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, c'est celui qui veut que les autres fassent ce qu'il veut. Hmm. Quand je fais pour moi-même, je suis juste connecté à moi-même et c'est de l'égoïsme sain. Mais quand je veux t'obliger à faire ça pour moi, et si tu ne le fais pas pour moi, tu es une mauvaise personne, c'est là où je suis vraiment égoïste dans le sens négatif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans tous les versets de toutes les prières de tous les prophètes dans le Coran, Dieu, soyez miséricordieux avec moi et avec mes parents. Ibrahim qui dit رب اجعلني مقيم الصلاة عاد ومن ذريتي. Moi d'abord, les autres ensuite. On ne peut donner aux autres que ce qui déborde de nous. Et donc, quand on a de l'amour pour soi, on peut donner de l'amour aux autres. Quand on n'en a pas pour soi, paquet de chez d'ailleurs, et on ne donne rien du tout. On donne juste de l'illusion de l'amour et pas du vrai amour. Donc, le fait de prendre soin de soi-même nous permet de vivre notre environnement
avec une identité alignée qui permet de s'afficher, de répandre l'amour autour de soi euh, sans, sans se sentir lésé. Parce que quand on aime sans compter, ça veut dire qu'on déborde. Mais si j'aime et que je donne et que j'attends le retour, c'est pas de l'amour, c'est de la comptabilité. Et donc, en fait, je suis en manque et je cherche de l'amour de l'extérieur. Et ça, personne ne peut me le donner. Et je ne peux avoir que de l'amour de soi. Et c'est pour ça qu'on se fait beaucoup d'illusions. Et on a beaucoup de blessures dans l'amour. J'attends de l'autre qu'il me donne quelque chose que lui n'a pas et que moi, je n'ai pas. Et donc, je ne peux pas trouver la solution chez lui. Un dernier point avant d'ouvrir la salle pour le débat, donc, Oui, qui se rapporte par rapport toujours au changement et au fait que des fois, dans le processus de changement, ça se mouvemente par la suite. C'est comme si on commence à avoir des répercussions sur le corps. Surtout, je parle de la thérapie psycho-énergétique. Donc, il y a certains clients qui se présentent, ou bien qui donnent des feedbacks, ou bien qui ont peur déjà d'avoir certaines conséquences voilà, sur le chemin thérapeutique. Donc, est-ce que tu ouais, peux expliquer cela? ouais, ouais. Alors, dans les thérapies énergétiques, le lien entre le corps et l'esprit, il est total. On ne peut pas séparer le corps et l'esprit. On ne peut pas séparer les émotions du physiologique. Donc, quand on fait un traitement énergétique, on touche tout. D'ailleurs, on l'appelle la thérapie psychocorporelle. Ça qu'on traite on traite l'humain dans sa globalité, on ne sépare pas entre sa psyché et son corps. Pourquoi? Parce que les deux sont liés et interagissent en permanence. L'humain a toujours été un tout. La science l'a saucissonné un peu pour traiter des organes, mais moi, par exemple, j'ai été asthmatique pendant 24 ans. Et, et tant que j'avais un traitement logique, je prenais des corticoïdes, mais je continuais à être asthmatique parce qu'on me disait que c'était une maladie chronique. Parce que j'avais un traitement physiologique seulement. Le jour où j'ai commencé les constellations familiales, j'ai compris que l'asthme était relié à une histoire familiale. J'ai traité l'histoire familiale et l'asthme a disparu le jour même. Et donc finalement, toutes les machines que j'avais explorées rendaient compte juste de mon état physiologique et pas de mon état psychologique. Et le fait d'avoir traité la globalité m'a libéré de l'asthme que je n'ai plus depuis 13 ans. Donc le lien, il est là-dedans. Et quand on fait une thérapie énergétique et qu'on a des douleurs, il faut les accueillir et les travailler. C'est juste du nettoyage. Donc, par exemple, quelqu'un qui a travaillé les peurs et on est revenu aux peurs, bah, pendant le processus du nettoyage, il peut avoir une diarrhée ou des douleurs dans le ventre. Et donc, on prévient si tu as des douleurs, et c'est pour ça que je dis aux gens, appelez-moi s'il y a une complication pour leur expliquer. C'est juste que je ne veux pas leur dire vous aurez des douleurs parce que si je le dis, ça va être systématique. C'est comme si les effets indésirables, mais je les laisse. Je dis si vous avez quoi que ce soit, appelez-moi ou écrivez-moi. Et donc, pour ceux qui ont manifesté cette douleur et qui ont eu une diarrhée, je leur dis c'est juste un nettoyage, accueillez-le, ça va passer dans 2, 3 jours et ça passe et tout va bien après. Ils se débarrassent de leur maladie et de leur souffrance. Donc Ça passe c'est par tout ça. l'acceptation. Voilà, tout est dans l'acceptation et la foi. Quand on fait confiance au divin, c'est pas anodin, c'est parce qu'il faut lui faire confiance. Dans toutes les dimensions, bien sûr, qu'elles soient médicales ou autres, euh, la différence entre les thérapies énergétiques et la médecine, c'est que la médecine traite les symptômes. Et nous, on essaie d'aller vers les causes et les racines de la maladie. Mais on est complémentaires, on n'est pas contradictoires. Les symptômes vont disparaître ou être apaisés par le médicament, mais quand la maladie est chronique, ça veut dire que la médecine n'a pas pu trouver encore la solution. Et donc, quand on a une lecture qui peut nous soulager par rapport à ça et nous libérer, eh ben, on prend comme moi j'ai pris. Et donc, je ne prends plus de médicaments pour l'asthme depuis ce jour-là et tant mieux pour moi. Et voilà. Et donc, le champ est ouvert. Sans rejeter la médecine, sans rejeter les médicaments, non, c'est une complémentarité, on est un tout. Et chaque événement dans notre vie, il a toujours deux dimensions. Il y a la racine et puis il y a les fruits. Les fruits, c'est les symptômes.
Si tu enlèves les fruits, l'arbre, il est toujours là. Et il va donner des fruits après. Si tu enlèves l'arbre à la racine, il n'y aura plus de fruits, il va se dessécher, il va mourir. Donc, toute l'histoire du lien entre le médical et le psycho-énergétique et le psychocorporel, c'est le lien entre les émotions, les symptômes et les origines du symptôme. Et la globalité fait qu'on peut soulager les humains tout en ayant toutes les approches en concomitance et en parallèle. On peut dire qu'ils sont complémentaires ou bien que le psycho-énergétique, déjà, il est beaucoup plus holistique. Est-ce qu'on arrive quand même à Ah, déclarer? le psycho-énergétique est holistique, ça c'est clair. C'est juste que quand tu fais un traitement énergétique, tu as travaillé sur la racine. Mais si la personne elle a déjà des fruits sur son arbre, ben, les fruits ils vont rester. Donc la médecine traite les symptômes. Il faut relever les symptômes. Moi, je n'ai jamais demandé à un client d'arrêter des médicaments. C'est pas mon rôle, c'est le rôle du médecin. Et donc, quand je traite quelqu'un, même pour une maladie chronique ou une maladie, je lui dis, va faire tes analyses. Vérifie avec ton médecin que les décalages et les interférences que tu avais ne sont plus là. Et c'est là où tu vas arrêter ton médicament. Mais moi, je ne peux pas demander à quelqu'un d'arrêter le médicament comme ça. Je dis, va faire tes analyses, suite à la thérapie, prends 3 semaines. Après, va refaire tes analyses. Et si tes analyses sont bonnes, tu les emmènes chez le médecin et tu vois avec lui le processus d'arrêter les médicaments. Et c'est comme ça qu'on a le meilleur résultat. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de guerre pour moi entre ce que nous faisons et ce que font les autres. C'est juste qu'on est là pour le bien-être des gens, quel que soit notre domaine et notre approche. Et celui qui arrive à résoudre le problème de la personne, bah, tant mieux. C'est tout ce qu'on cherche. Il n'y a pas de conflit d'intérêt entre là et là. On est là et celui qui arrive à soulager en premier, bah, c'est celui qui a résolu le problème et tant mieux. Merci beaucoup, Monsieur Fdel, pour cette intervention Merci. très inspirante, très riche comme toujours. Je crois qu'il est temps d'ouvrir la salle pour le Voilà. débat. Donc, marhaba à Marhaba. vous, chers participants. Merci beaucoup. Donc, les participants qui veulent intervenir, je ne vois pas malheureusement de questions sur le chat. Je ne sais pas si je n'ai pas accès au chat. Je vais juste vérifier rapidement. Euh, Je n'ai pas de questions sur le chat. Je ne sais pas si monsieur Abdel, est-ce que vous avez accès au chat? Non, 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 je n'ai pas de. Ok. Alors, chers participants, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour la question? Parce que je n'arrive pas à donner l'accès à tout le monde. Voilà, donc il y a Esma, je vais tout de suite réactiver le son. Salam alaikum, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Juste pour info, le chat, bonsoir, est fermé à la discussion. Je pense qu'il y a une autorisation à réactiver. Pardon? Salam alaikum. J'ai dit Ah, pour la discussion, pour le chat, en fait, il y a une autorisation à désactiver. Il n'est pas d'accord, autorisé à, bon, en tout cas, moi, de mon côté, je suis pas autorisée à écrire dedans. d'accord, je vais voir tout de suite. Je vais régler le problème tout de suite. Merci. Merci. Du coup, Merci. salam alaikum à tous. Salam alaikum. Alaykoum salam. Esma, ça s'est désactivé au nom des infos. Excusez-moi, petit bug. Du coup, merci beaucoup parce que c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'informations très qualitatives et c'est très, très appréciable. Merci pour nous permettre en fait d'accéder à ce type d'échange. Ma question, c'était surtout autour, quoi, c'était surtout une demande de conseils, d'orientation, en fait, pour justement explorer toute la partie psycho-énergétique, psycho-corporelle, en fait, toute cette dimension. Est-ce que, Monsieur Fadel, vous avez des auteurs, des livres, des conseils, en fait, pour s'orienter, pour explorer toute cette dimension? Monsieur Fdel. Ah, Monsieur Fdel.
Non, je vais voir tout de suite. D'accord, je m'excuse. En attendant qu'on règle le problème tout de suite. Donc, Monsieur Fdel, Monsieur Fdel, est-ce que vous arrivez à Allô, allô. nous entendre? Moi, je vous entends. Est-ce qu'on entendait? Oui, oui, on vous entend très bien. OK. Oui, pour la dame qui a posé la question par rapport à des lectures, il y a beaucoup de livres. Alors, sur le psychocorporel, il y a Michel Odoul. Il y a un livre qui s'appelle Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, de Michel Odoul. Et puis, pour moi, la référence qui fait le lien entre le corps et l'esprit, c'est le livre de Louis Sanza qui s'appelle La voix du sentir. Donc, ces deux livres, pour moi, c'est une grande référence dans le domaine. En fait, c'était juste une question par rapport, je crois, à des conseils que vous pouvez lui donner pour, je crois, qui se rapportent au chemin thérapeutique. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, Monsieur Fdel? Oui, oui, je vous entends. Est-ce que vous Très bien. m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ok, Et on vous voit c'est bon. aussi. Donc, j'ai répondu à la dame en disant qu'il y a deux livres. Elle a voulu savoir s'il y avait des moyens de se connecter à ce monde et je donne les deux livres qui sont pour moi une référence. Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui ont déjà levé la main tout à l'heure? Là, je vois sur le chat en attendant une question de Sarah. Ma question est par rapport à la résistance au changement. Est-ce que ceci n'est pas aussi un blocage quelque part qui devrait être investigué et potentiellement guéri et dépassé? Si, si. En fait, à Palo Alto, euh, Palo Alto, qui est l'école qui a créé l'approche systémique dans les constellations familiales, on définit deux types de changements. Il y a ce qu'on appelle le changement type 1, qu'on définit, qu'on appelle l'illusion ou l'équilibre homéostasique. Donc, ma vie est un bocal et moi, je suis une bille à l'intérieur. Et donc, je déclare vouloir changer. Et je vais faire comme une bille dans ce bocal. Et je vais bouger et puis je vais revenir au départ. Ça, c'est ce qu'on appelle homéostasique. Que la personne n'a pas vraiment envie de s'investir, tourner partout à son problème. Le vrai changement, c'est que je tape dans cette bille assez fort pour qu'elle sorte du premier bocal et qu'elle s'installe dans un nouveau bocal. Et pour cela, il faut, et c'est là qu'on définit le changement type 2, qui est le changement de transformation. Donc, il faut cette volonté d'investir de toi-même, de donner de soi-même et de Monsieur Fdel, est-ce que vous pouvez réactiver le micro, s'il vous plaît? Donc, je crois qu'il y a un problème technique. Monsieur Fdel? Alors, Oui, on vous entend. Je crois que ça s'est coupé tout à l'heure. je, Monsieur Fdel, on n'a pas moi, pu suivre parce que c'est... on m'a écrit que le cas polémique, c'est tout. D'accord. Là, Oui, vous oui, on vous m'entendez? entend là bien. Mais ça s'est OK. coupé depuis, je Donc, crois, je disais qu'il y quelques... a deux types.
10 Ouais, non, secondes. mais il y a le co-hôte qui a touché ça, c'est ce qui s'est écrit. Donc, on dit il y a deux types de changements. Là, vous m'entendez, c'est bon? Oui, oui, on vous entend très bien. Alors, il y a ce qu'on appelle à Palo Alto aux États-Unis, dans le centre qui a créé l'approche systémique, on définit deux types de changements. Il y a ce qu'on appelle le changement type 1, qui est justement cette illusion de vouloir changer sans vouloir changer. Et donc, je prends ma vie, et moi, je suis une bille à l'intérieur, et je donne un petit coup de fouet à la vie, et je vais osciller, faire une retraite, faire un voyage, faire un petit coaching, faire quelque chose comme ça. Et tous les 3, 4 semaines, je vais changer de thérapeute et dire, je vais changer, j'ai envie de changer, mais je ne suis jamais un processus en entier jusqu'au bout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion du changement ou l'équilibre homéostatique, et donc je reviens au point de départ parce que justement, je n'ai pas envie de changer. Donc j'ai besoin juste d'un alibi. Pour moi, j'ai tout fait, mais rien ne m'a aidé à changer. Le mal est qu'elle s'installe dans le deuxième, qui est plus haut. Et pour changer, il faut cette énergie entre les deux niveaux. Et donc, ce qu'on appelle le saut quantique dans la transformation, c'est ce saut qui me permet d'aller vers moi-même et de pouvoir créer la transformation que je souhaite. Et donc, c'est un investissement de sa personne, de son énergie, de prendre un risque, d'oser faire des choses que je n'ai jamais faites pour pouvoir aller au-delà de ce que je prévois initialement. Il y a une question sur le chat. Pourquoi certaines personnes restent-elles bloquées dans la dépendance émotionnelle malgré le travail sur soi? Bon, tout dépend du travail. Mhm. Des fois, en fait, l'idée de la thérapie et du changement, c'est que je ne peux compter que sur moi. Et ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas utiles dans ma vie. C'est que je suis maître de ma vie. Je suis la clé de ma transformation, de ma vie, de tout ce qu'il me faut. Il faut être autonome émotionnellement pour pouvoir construire des relations stables. Quand je vais partir parce que j'ai manqué de mon papa, je vais prendre quelqu'un pour jouer le rôle de mon père et je vais avoir peur de le perdre et je vais créer un comportement abandonné qui va encore créer d'autres blessures. Donc, il faut vraiment euh, euh, se, se définir comme étant le principal acteur de ma vie. Et donc, si j'accepte, si j'accepte que cette personne est le principal acteur de ma vie, que je suis le principal acteur de ma vie, je me donne toutes les possibilités pour pouvoir gérer les interactions avec les autres. Une autre question, Monsieur Fdel. Je ne sais pas si on aura quand même un Oui, petit peu, une 10 minutes, par exemple. oui, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, on a souffert, on souffre et on fait souffrir les autres. Par quoi commencer pour arrêter ce flux? Arrêter de souffrir soi-même. Il faut commencer par soi, toujours. Parce que les autres sont soit des causes, soit des conséquences. Si je parle des enfants et que mes parents sont la cause, je ne peux pas transformer mes parents et je ne peux pas impacter mes enfants sans travailler sur moi-même. Donc, je commence par moi-même. Je me libère des drames liés à ma famille, à mes parents, pour pouvoir libérer mes enfants ensuite. Et en général, quand je me libère, ça suffit déjà pour libérer les enfants qui sont en bas âge. C'est les adultes qui ne prennent pas le temps de changer en général parce qu'ils ont fait leur Pas choix, descendance. ils ont pris leurs responsabilités. Une question de Houda Taïbi. Donc, comment la colère impacte le vouloir et comment se débarrasser de cette colère? Alors, la colère est une émotion. Moi, j'adore cette définition. La colère est une punition que je m'attribue pour une erreur que les autres ont faite. Mais la colère, elle a deux dimensions. Quand elle a une dimension historique, il faut couper avec l'histoire. Et quand elle a une dimension personnelle, il faut aller toucher les moments où j'ai eu de la colère, où j'ai stocké cette colère et pouvoir un peu l'apaiser. C'est comme il fallait crever un abcès. La colère, c'est comme un abcès, elle se stocke, elle se cumule et donc elle explose à un moment où je n'arrive pas à la gérer. Et donc, pour travailler sur la colère, il faut d'abord accepter de lâcher les colères de mes parents parce que
c'est des registres d'héritage, et puis travailler sur les miens. Et quand on coupe avec le passé, ben, on coupe avec tout ce qui est relatif au passé. La colère, elle est stockée dans le foie, qui est le moteur de l'action. Et donc, quand on a de la colère, des fois, on a des blocages, soit personnels, soit professionnels. Et donc, la colère, elle freine le moteur de l'action. Elle est à la fois, le foie est à la fois le moteur de l'action et le siège de la colère. Et donc, mon moteur, il peut marcher, mais quand il y a trop de colère, il calme. Et donc, le mouvement s'arrête. Et donc, j'ai des projets qui n'aboutissent pas ou qui n'arrivent pas jusqu'au bout parce que cette colère les bloque. Une autre question, comment les constellations transgénérationnelles permettent-elles de révéler l'influence de l'histoire familiale sur les comportements actuels? Pardon, tu peux répéter parce que j'ai pas entendu. Oui, oui, bien sûr. C'est par rapport aux Tu peux constellations redire, s'il te plaît, ou familiales. cela, j'ai pas entendu. Oui, oui, c'est fidèle. Alors, c'est par rapport aux constellations familiales. Oui. Comment les constellations familiales transgénérationnelles permettent-elles de révéler l'influence de l'histoire familiale sur nos comportements actuels? Bah, c'est la clé même c'est l'essence même des constellations familiales. Les constellations familiales, on les appelle constellations familiales parce qu'elles font le lien entre le personnel et le générationnel. Et donc, dans une thérapie de groupe individuelle, dans une constellation, la personne vient avec une problématique et donc, C'est fidèle, je crois que ça se coupe toujours de ton côté, monsieur Fidèle. l'interaction, dans les constellations de groupe, on met tout le monde en action. On met les parents, le drame. Bah, dans une constellation de groupe, c'est simple. Si la personne me dit, j'ai un souci ou j'ai un problème, et on va identifier le problème. Il y a deux façons de procéder. Soit que j'ai la bonne lecture en tant que constellateur et je vais mettre directement le problème en face de la personne qui l'a créé, ou il y a des constellateurs qui procèdent par tâtonnement. Il va mettre le père, la mère et la personne. Et il va mettre le problème. Et dès qu'il met le problème, ben, le problème, il va bouger vers la personne qui lui a donné naissance. Et donc, ça nous permet de suivre l'enchaînement et de trouver la cause principale de ce problème-là. Donc, c'est plus une mise en scène et une architecture qui permet de réguler et de trouver d'où vient le nœud. Et après, on met les solutions possibles pour dénouer le problème. Il y a quelqu'un qui veut intervenir, Mediha. Mediha, Oui, salam alaikum, vous m'entendez? Salam. euh, Oui. Mediha, Euh, oui, on arrive à t'entendre, mais c'est comme si le son est un C'est un peu peu loin. loin. Voilà, oui, c'est bon. Là, c'est bon? oui, Oui, c'est très oui. bien. Oui. Alors, je vous remercie pour ce webinaire très passionnant d'abord, Monsieur Fdel, et je remercie Yousra pour l'organisation. C'est très passionnant comme sujet. Alors, j'ai plusieurs questions en fait. Je vais commencer par la première. Ce que j'ai compris, c'est que quand on guérit, alors le signe de guérison, c'est qu'on ne juge plus, on ne juge plus la situation, on ne juge plus les gens. Ça veut dire qu'on ne ressent rien, on est neutre, on ressent la neutralité. Est-ce que c'est ça le signe de guérison? La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une susceptibilité à être, à être traumatisé ou à avoir des traumatismes? Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir un impact plus que d'autres? Ah, La troisième, oui. ouais, Ouais, allez. la troisième question, c'est alors vous avez parlé, Monsieur Fdel, de l'hypersensibilité chez les enfants. Euh, je voulais savoir, est-ce que quand on nous dit en étant hypersensible qu'il faut mettre des limites et qu'il faut choisir ou bien sélectionner les personnes avec qui il faut s'ouvrir, justement pour s'ouvrir avec un nombre restreint de personnes, on se sent comme si on étouffe un potentiel d'ouverture. Et là, on n'est pas vraiment très épanoui, on n'est pas très exprimé.
Ouais. en étant hypersensible. Alors, comment Ouais. gérer ces situations? Alors, Merci il beaucoup. faut juste comprendre l'hypersensibilité. Oui, L'hypersensibilité, c'est une capacité à ressentir. Et donc, c'est moi qui régule. C'est moi qui dois apprendre à gérer mes émotions. D'ailleurs, quand on prend une personne en thérapie, dès la première séance, on lui fait comprendre que vivre dans les émotions des autres ne les fait pas sauver. Et donc, un hyperactif ou un hypersensible, c'est quelqu'un qui veut sauver le monde et donc il prend chez lui, il est une éponge énergétique. Bon, à la fois, c'est un problème de confiance en soi parce que l'hypersensibilité, c'est une dimension de sauvetage et en même temps une dimension de manque de confiance parce que je prends les douleurs des autres, parce que je veux les sauver, qu'ils m'aiment. Donc, c'est une recherche de l'amour aussi. Et se sauver ne règle pas le problème parce que être, je vais responsabiliser l'autre sur ma souffrance alors que ma souffrance m'appartient. Pour moi, il faut travailler sur soi pour se connaître et choisir qu'est-ce qui pénètre chez moi et qu'est-ce qui ne pénètre pas chez moi. Moi, je suis très sensible en tant que thérapeute. D'ailleurs, c'est comme ça que j'arrive à diagnostiquer. Mais je ne laisse pas ça me conditionner. Ça veut dire que je ressens la douleur de la personne, mais je sais que ça lui appartient. Donc, dès que je termine mon diagnostic, je remets la douleur à la personne et je viens lui donner ma lecture, mes solutions, la lumière divine de laquelle il a été coupé, et donc je le mets en contact avec ce qu'il a de meilleur en lui-même. Donc, je ne le conditionne pas. Je lui permets de se découvrir et de découvrir son potentiel. Et donc, se sauver ou fermer n'a jamais été une solution. C'est parce que la sensibilité t'appartient. C'est pas les autres qui sont toxiques, c'est toi qui es perméable. Les autres, les gens toxiques, c'est juste des gens en souffrance. Ils ne veulent pas te faire du mal, c'est leur souffrance qu'ils expriment parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Donc toi, tu les trouves toxiques parce qu'ils t'envahissent, mais eux, ils n'ont rien cherché. Donc si toi, tu décides de ne plus être envahi, tu travailles sur toi, tu construis ta bulle d'aura qui est le corps énergétique, et si tu te fais confiance, bah, tu n'es plus vulnérable et c'est toi qui contrôles. Est-ce que tu peux me répéter la première question, s'il te plaît, parce que j'ai pas oui, noté. oui, bien sûr. Alors, la première question, c'était le signe de guérison, est-ce que c'est la neutralité des sentiments? Pardon? Est-ce que pour être guéri, pour savoir est-ce qu'on est guéri, est-ce qu'on doit ne rien sentir, Ah être non, c'est neutre tout le dans contraire. le sentiment? C'est tout le Oui, contraire. Il faut ressentir sans se faire déborder. Contrôler, d'accord. en fait, connaître les émotions, c'est les laisser me traverser. Ça veut dire quoi? Mhm. Ça veut dire que je vois l'émotion, je la reconnais et je la laisse me traverser. Quand je reçois un client qui pleure devant moi, il dit, excusez-moi, il dit, mais non, tu laisses l'émotion s'exprimer et elle s'évacue comme ça. Donc, il faut respecter les émotions, les aimer, les laisser nous traverser, prendre leur temps. Moi, je lui mets une très. Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit quand il a perdu son enfant, il dit إن القلب لمحزون وإنا على فراقك لمحزونون لأن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولكننا نقول إلا ما يرضي الله. Ça veut dire que quoi, j'ai accepté ma réalité. Mon enfant est parti. Et la conséquence, c'est que je vais être triste. Et être triste et pleurer, c'est normal. Donc, je vais accueillir ma tristesse, je vais l'assumer, je vais lui laisser le temps de s'apaiser. Et des fois, il y a des tristesses qui peuvent durer longtemps parce que c'est en moi et ça fait partie de ma vie. Et donc, je la laisse et je vis cette tristesse qui fait partie de moi, de mon vécu. Et je ne lutte pas contre. C'est juste que je l'accepte. Et quand je l'accepte, elle ne crée pas de perturbation dans mon corps. Elle est là, elle se manifeste, elle a de l'effet sur mes émotions, sur mes larmes, sur tout, mais elle ne m'empêche pas d'avancer parce que je la connais, parce que je la reconnais, et donc elle est à sa place. Une émotion, c'est comme un meuble que tu as choisi et que tu as mis, ou un objet décoratif, et tu le mets sur la table et tu sais qu'il est là, et tu vas le voir tous les jours, et tu sais qu'il est là et qu'il ne représente aucun danger. Quand tu vois une épée ou une arme, je sais pas, il y a des gens qui ont des armes décoratives dans leur meuble, il ne va pas regarder le revolver et dire il va me tirer dessus. Non, ben, tu sais qu'il est immobile et c'est toi qui le fais vivre. Donc, c'est juste assumer et accepter l'émotion et la laisser traverser et vivre. Chaque émotion a une durée de vie
et le temps qu'elle se dissipe, il faut le respecter, c'est tout. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Merci, Mediha. Monsieur Fadel, je crois une dernière question, comme ça, pour qu'on Oui, puisse aller préparer oui, l'after. allez manger, oui. Est-ce que les autres types de thérapie, TCA, hypnothérapie, sont complémentaires à la thérapie énergétique? En fait, il n'y a pas de limite, tout est complémentaire, tout dépend de mon chemin de compréhension, de mon degré d'ouverture. Il n'y a pas de, il y a pas de... Chaque processus a ses avantages et ses limites. Donc, tout dépend de la personne et de sa volonté et le niveau d'exploration qu'elle a envie de mettre. Moi, ce que je mets dans, parce que j'ai à la fois été coach et thérapeute, je dis toujours que la thérapie, elle me permet d'aller creuser dans des dimensions que d'autres thérapies ne me permettent pas de creuser. Et donc, ça m'ouvre la voie. Et en plus, c'est une thérapie brève. Ça veut dire que quand j'accompagne quelqu'un, ben, je le vois 6 fois maximum, 7 fois maximum. Et il y a des gens que je n'ai vus que 2 fois ou 3 fois et ils étaient guéris de ce qu'ils sont venus chercher. Donc, ce n'est pas un processus très lent parce que la lecture permet d'avoir l'accès aux solutions beaucoup plus rapidement. Mais tout est ouvert et tout est bon. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a aucune technique à rejeter. Chaque technique a voilà, ses avantages et puis ses limites. Et donc, c'est à la personne, justement, encore une fois, de vouloir et de choisir. Et en fonction de ses choix, elle assume les conséquences. Merci beaucoup, Monsieur Fadel. Je crois qu'on doit clore la séance d'aujourd'hui. Merci infiniment encore une fois pour ce beau Merci à partage, toi. pour votre générosité et pour le chemin qui nous a réunis. Merci, merci également à toutes les personnes présentes pour la participation, pour les questions et pour le fait d'avoir répondu aussi à notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, à 16h30 pour une deuxième rencontre, une qui va toucher à la partie psychologique cette fois-ci, les bases de la santé mentale. Et en attendant, nous vous souhaitons une excellente soirée, Ramadan Moubarak, bon ftour. Merci beaucoup, M. Fdel. Shukran. Bonsoir. Au Merci. plaisir, avec plaisir. À Merci bientôt, à tous. Inch'Allah. Bye bye. Merci, au revoir.